Alors du coup, j'ai relancé les sols par l'introduction de matière organique et donc plutôt c'était du broyat de déchets verts. Et du coup, j'en ai amené à l'équivalent de 300 tonnes hectares à peu près sur le sol, à la louche. Et c'était plutôt au caterpillar quoi, à la louche. Du coup, ça c'est la joie de la mécanique. C'est-à-dire la mécanique fait qu'à un moment donné, il y a deux joies là-dedans. C'est la joie de la mécanique et la joie de la gratuité. C'est les deux conjugués. Je suis pas obligé de me le bouger à la main et en plus on me le donne. Donc, et en plus c'était associé à une autre chose, c'est-à-dire c'est comme un mec à qui on n'a jamais filé, enfin ça fait un moment qu'il n'a pas bouffé. Quand on leur donne à manger, pour lui c'est un vrai régal quoi. Donc comme j'avais l'impression que mes sols étaient affamés, oh ben, j'y suis allé franco quoi. Donc j'étais tellement motivé par ça. Ça fait des années que j'essaie de trouver un système qui remonte le taux d'humus et que j'arrivais pas à trouver. Et qu'en fait, pour une fois, j'avais un outil, le BRF, qui permettait de transformer le sol comme une litière de forêt. Là, c'est super joli derrière. Et le sol se brunifiait super rapidement avec des champignons qui apparaissent sur le sol et compagnie. J'étais super content. Qu'en fait, par souci d'équité et parce que c'était gratuit, j'en mettais aussi sur les chemins, les chemins de passage du tracteur, pour qu'il y en ait partout. Et du coup, ça m'a permis de relancer vite la vie des sols et de restructurer les sols en surface, mais pas tellement en profondeur en fait. Parce que vous avez une activité des tritivores qui se fait en surface, les vers de terre qui descendent un petit peu en profondeur, suivant l'activité du sol, la jeunesse du sol. Si vous avez un sol très jeune, avec encore des carbonates, vous avez des gros vers de terre. Si vous avez un sol très lavé, type Podzol, sol des Landes, il y a beaucoup moins de vers de terre, ils sont beaucoup petits. Moi je suis entre les deux et c'est plutôt des petits vers de terre que j'ai. Et du coup, quand on faisait un profil de sol, on avait quelques centimètres très grumeleux et très structurés. Et ensuite, on arrivait sur un sol beaucoup plus massif, avec des turicules de vers de terre qui descendaient et qui perforaient dans tous les sens. Et du coup, c'est joli de l'extérieur, mais en fait, quand on regarde la verticalité du sol, en fait, on n'a pas forcément la verticalité d'un sol de prairie où on a quelque chose de beaucoup plus harmonieux en profondeur. Donc ça, j'en ai mis vachement. Ça a fonctionné tant bien que mal. Ça a eu quand même pas mal de défauts parce que ça a favorisé le développement des chiendons, des rumex et des liseurons, quand même. Mais après, avec le système des bâchages, on arrive à le cacher plus ou moins, quoi. Le fait qu'on pose une bâche sur des endroits où il y a du liseron, du chiendon, des rumex, tout le reste, ça arrive quand même à pousser. Et comme il y a beaucoup de matière organique au-dessous, en fait, on a de la minéralisation qui se met en route, normal. Et du coup, on a des apports de nutriments en quantité qui font qu'on a de la croissance végétale qui se fait dessus. Et du coup, on se retrouve avec le sentiment qu'on a progressé en fait dans nos pratiques culturelles. Donc, parce qu'on a de la croissance sans travailler le sol et qu'on a le sol qui noircit par l'apport de matière organique. Mais quand on observe dans le temps, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la partie massive de profondeur, elle n'arrive pas forcément à se structurer. Il y a une limite dans l'approfondissement du sol, parce que les vers de terre, à un moment donné, ils ne peuvent pas organiser et structurer plusieurs dizaines de centimètres. Quoi. Ils vont faire des tubes à l'intérieur, c'est que la surface. Et après, on a l'apparition d'adventices qui commencent à être vraiment ennuyante, comme les liserons, qui peuvent apparaître en grosse quantité, ou chez moi, parce que j'ai un climat humide, les orties, comme vous avez derrière ça. Ça, c'est la douce joie de l'excès de matière organique que j'ai balancé partout. Et ici, dans le verger, on le voit vraiment, parce qu'il y a un verger qui est plus loin là-bas, il y a des arbres qui sont un peu plus loin, et c'est trop grand pour que je passe avec les pendeurs. Et en fait, il n'y a pas d'ortie dans cet endroit-là où j'ai pas mis de BRF. Et les autres allées où j'ai mis du BRF, en fait, j'ai des zones d'ortie qui sont vraiment. Et puis je vous garantis que c'est de l'ortie urticante. Celui-là, j'ai pas besoin d'aller dans une flore pour savoir. Je m'en gratte la cuisse. Quoi. Tu vois, rien que d'en parler, je commence à me démanger partout. Et comme j'en ai foutu partout du broyat et compagnie, j'ai des zones d'ortie qui poussent à plein d'endroits. Et donc vous pouvez avoir d'autres déclenchements. Moi je ne l'ai pas chez moi, mais ça arrive dans d'autres endroits. C'est des apparitions de rumex en grosse quantité qui deviennent vraiment nuisibles. Et ça, c'est l'effet de l'excès de la matière organique dans le sol qui va amener à un moment donné à des déséquilibres chimiques qui font que ça va lever des dormances de plantes qui viennent essayer de réguler l'excès
pour pouvoir l'amener à être pas nocif pour le sol. Donc c'est souvent des excès de forme d'azote, des nitrites, des nitrates. Le Rumex, il n'est pas la restructuration du sol. Le Rumex, en fait, tu le trouves souvent à la sortie des étables, tu vois, quand les bêtes ont piétiné, quand elles attendent, et qu'en plus elles ont balancé plein de bouse. Donc tu vas le retrouver près des mangeoires. Tu sais, quand ils posent une mangeoire au milieu du champ, tu as le foin qui tombe en surcharge, elles piétinent, et souvent elles ont les excréments qui tombent, et souvent là tu as des pousses de Rumex à gogo. Et donc le Rumex, en fait, il pousse dans les endroits où la matière organique est plutôt bloquée, et apparemment où la forme azotée s'arrête à la forme nitrite. Elle a du mal à se stabiliser sous la forme ammoniaque. Tu vois, elle reste nitrite, nitrate, ammoniaque, elle se cale en nitrite. Et le Rumex, apparemment, lui, sa levée de dormance, ses excès de nitrite, il a la capacité de les digérer, de les transformer, et du coup, il restructure les sols. Mais il restructure des sols déstructurés, en fait. Tu vois. Des sols qui ont été compactés ou qui ont été saturés en matière organique, ou des choses comme ça. Et du coup, quand tu abuses trop de la matière organique, c'est pas qu'il ne faut pas de matière organique dans le sol. Il y a une teneur indispensable. Si tu n'as plus de matière organique, tu as une compaction du sol et tu as un effondrement de la stabilité structurale et tu es obligé de passer par le travail mécanique du sol. Mais si tu pousses trop loin ton curseur, parce que ça a marché les premières années, et que tu te dis comme ça marche, je vais faire ça indéfiniment, là tu te retrouves à une situation où en fait tu empoisonnes ton sol de carbone. Si vous voulez voir un truc qui complémente ça, c'est une vidéo qui a été faite sur les Bourguignons. Ils sont dans le jardin partagé de Strasbourg. Et en fait, ils sont dans un fossé pédologique pour observer. Le sol, il est super noir. Et donc, au premier regard, tu te dis sol noir, sol fertile, quoi. C'est super, quoi, tu vois. Vraiment noir. Et du coup, ils sont en train d'interpréter le profil de sol. Et en fait, c'est des sols qui ont été conduits sous les méthodes des maraîchers parisiens au 19e siècle, avec des intrants massifs de matière organique. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, les maraîchers qui n'avaient pas encore l'ammonitrate et les engrais chimiques, en fait, pour pouvoir avoir de l'azote en quantité importante, même s'ils ne le conceptualisaient pas comme ça, en fait, ils apportaient beaucoup de matière organique. Et en travaillant le sol, en l'oxygénant, en fait, ils produisaient de l'azote et grâce à ça, ils avaient des gros rendements, quoi. Tu vois. Mais après, quand ils ont découvert l'azote, c'est beaucoup moins pénible de ramener un peu d'ammonitrate que d'apporter des tonnes de fumier ou des boues urbaines. Tu vois, ils mettaient des ordures urbaines aussi. Les ordures urbaines, à l'époque, il n'y avait pas de plastique avec eux. Tu commences à voir ces pollutions qui apparaissent dans les années 50-60. Ils continuent sur ces méthodes du maraîchage parisien avec les déchets urbains des vignes modernes. Et dans les vignes champenoises, à ce qui paraît, tu te retrouves, tu as des poupées, des morceaux de ferraille, du plastique et tout. Parce qu'ils continuaient sur ces techniques des poubelles parisiennes, ils le balançaient dans les vignes, et puis à un moment, ils ont dû arrêter, on s'en rend compte que c'était plus possible de ça. Là, dans ce cas de figure, on n'a pas ces pollutions-là, mais on a beaucoup de matière organique qui a été apportée. Et du coup, en fait, les Bourguignons, ils sont là, ils expliquent le profil de sol, et ils te disent, ah, ici, donc, ils font toujours là, le truc classique, tu regardes la végétation qui pousse pour mesurer un peu l'état du sol, le climat dans lequel tu es, la texture, l'approche, tu sondes, et après, dans la fosse, ils rentrent, ils commencent à analyser, ils te disent, ouais, ben ici, c'est un bolson maraîcher, on est sur un sol limono-argileux, plutôt texture légère, propice à faire du légume, qui a certainement un grand potentiel à truc. Et ils commencent à analyser le profil de sol, ils te disent, ah oui, c'est quand même dommage, hein, parce qu'on a vraiment un bon sol, et vous voyez, c'est dommage quand même qu'il y ait cette partie pleine de carbone en surface. Et là, tu te dis, bizarre, hein, dommage qu'il y ait du carbone, alors que tout le monde nous bassine qu'il faut du carbone, tu vois. Et oui, parce que le sol, il est très bon, hein. C'est là qu'on devrait faire le maraîchage, on devrait raser tout ce qu'il y a dessus et faire le maraîchage dessus. Et ils disent, les mecs, c'est parce qu'en fait, ils ont tellement chargé en matière organique que le carbone s'est bloqué. Et du coup, tu te retrouves avec un espèce de charbon qui s'est fait. Et quand ils plantent le couteau, tu vois, tu as un test en pédologie où tu plantes le couteau pour mesurer la capacité de pénétration à l'intérieur du sol. Et quand tu passes la zone carbonée, c'est dur. Et quand tu arrives sur la zone limoneuse, en fait, ça rentre beaucoup mieux. Et ensuite, comme c'est un endroit qui n'a pas été mis en culture, il y a des espèces sauvages qui poussent, il y a des racines à l'intérieur. Et tu vois les racines qui traversent la zone carbonée sont plutôt chétives et malades. Et celles qui arrivent dans la zone en dessous de la zone carbonée reprennent une forme, une vivacité dessous. Et les mecs, ils te disent, ben ouais, c'est dommage, hein. Vous avez un super bon sol, mais en fait, ce sol a été dégradé par des excès de matière organique. Et du coup, l'outil qu'ils proposent, ben, c'est de réintroduire des engrais verts
à faible, c'est sur N. Retravailler le sol en surface pour aérer et oxyder tout ça, pour virer du carbone en fait, parce qu'il y en a trop. Donc du coup, l'outil de gaver ses sols de matière organique n'est pas un outil moderne en fait. C'est un outil qui a été utilisé par le maraîchage parisien d'une manière importante. Les conséquences de pollution qu'ont ces outils, ils sont déjà définis. C'est-à-dire que quand on met beaucoup de matière organique dans un sol, on a des libérations de minéraux qui sont liées à la minéralisation. Surtout dans le maraîchage, on va poser une bâche qui chauffe, on va mettre de l'irrigation à gogo, et du coup on veut que ça pisse de l'azote pour produire beaucoup. Mais cet azote, il ne va pas forcément se stabiliser dans le sol. Il va prendre une multitude de formes qui peut, suivant la texture du sol, si on a des sols très légers, et c'est souvent le cas des maraîchers, en fait il ne va pas être capable de retenir cet azote-là, parce que la CEC est faible. Et du coup, on va avoir de l'azote qui va couler jusque dans les nappes et tout le reste. Donc attention aux excès de matière organique. C'est pas que je dis qu'il faut pas mettre de matière organique, mais les excès de matière organique, elles peuvent être polluantes. Elles peuvent polluer autant que de la chimie. Et elles peuvent être sujettes à des dévastations de sol plus grandes qu'un labour. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bloqué votre sol avec le carbone, allez le dégager. Si vous empoisonnez le sol avec de l'azote est beaucoup plus facile à se libérer, parce que ça ne tient pas dans le sol, ça se barre. Par contre, le carbone, quand il se transforme en charbon dans le sol, pour s'en débarrasser, genre les jardins là, de ce que présentaient les Bourguignons, c'est sûrement beaucoup plus difficile à revenir à un état propice au jardin que si on avait eu quelque chose qui avait été juste labouré avant. C'est pas que je fais l'apologie du labour, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut... Je mets pas en rapport de force matière organique, labour, machin, bidule. Je suis pas dans une vision de chapelle ni rien. Tout ce que je veux dire, c'est que le maître mot de l'agriculture, c'est la conscience dans tout ce que l'on fait et la modération dans tout ce que l'on fait. Et je peux vous parler en connaissance de cause parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de modéré. Et donc je peux mesurer les excès de matière organique à certains endroits que j'ai fait en fait. C'est pour ça que je mets en garde aujourd'hui sur des solutions faciles qui seraient, on introduit de manière massive la matière organique dans toutes les conditions de sol, dans tous les lieux du monde, et grâce à ça, on sauverait la planète de la famine parce qu'on aurait des vers de terre à gogo, des nécrophages à gogo dans le sol et tout le reste. C'est pas si simple que ça, quoi. C'est vous avez un cas de figure qui est le vôtre à un moment donné, et il faut l'amener à être un sol de jardin. Et le chemin pour y arriver, il peut être différent de ton lieu, du mien. Et ça ne veut pas dire que ce que moi je fais chez moi n'est pas valable, il est valable chez moi à un moment donné. Mais il n'est pas forcément transposable chez toi. Mais il peut l'être, si tu comprends bien pourquoi tu le fais, quoi. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il faut arriver à comprendre pourquoi on fait une chose. C'est ce qui fait que, voilà, ouais. Et j'avais un truc que je voulais dire par rapport à la matière organique. Et ensuite, d'un point de vue écologique, les intrants massifs de matière organique, en fait, ce n'est que la conséquence, aujourd'hui, de cette réalité, c'est que le pétrole est bon marché. Si le pétrole était cher, on n'introduirait pas de la matière organique comme ça dans les sols en quantité. Parce que l'énergie qu'il a fallu pour pouvoir extraire ce carbone du paysage pour le ramener chez soi, c'est le pétrole qui a permis de le faire, c'est pas la force humaine. Broyer 300 tonnes de déchets verts à la hachette et les pendre à la brouette sur le terrain, une seule personne, t'oublies quoi. Et si j'avais associé la moitié de Toulouse pour faire ça, on serait mort de faim entre temps. Donc c'est un outil qui est valable à un moment donné, dans un contexte historique particulier. La France est un pays très riche, qui regorge de richesses minières, et qui grâce à ça peut faire une agriculture du gaspillage en fait, une agriculture qui bombarde tout. Mais en aucun cas on est dans quelque chose de vivant, et en aucun cas on est dans quelque chose d'écologique. On est dans quelque chose qui fonctionne, mais qui ne répond pas à la nature de ce qu'on pourrait appeler une agriculture de vivant, ou une agriculture écologique. Parce que c'est pas parce que vous voyez dans le sol des organismes foisonnés que c'est quelque chose de vivant. Je prends comme exemple un peu trivial, si ma grand-mère meurt et que je laisse sur le sol, elle va grouiller de vie sur elle. Et c'est pas pour autant qu'elle est vivante. Si elle est couverte de verre, c'est qu'elle est en train de pourrir. Et c'est pas parce que son sol grouille de vers de terre et qu'il grouille de cloportes et compagnie qu'il est vivant en fait. Il grouille de nécrophages. Ça c'est un fait. Il est rempli de nécrophages à l'intérieur qui bouffent du cadavre.
de cadavre organique. Mais est-ce que bouffer du cadavre, c'est le signe d'une activité vivante, au sens de la vie, au sens large? J'en suis pas si sûr que ça, parce qu'il y a des cas de figure où quand on a des nécrophages, on n'a pas de vie. On a quelque chose qui pourrit. Donc ce sont des éléments un peu trash qui permettent de mettre en garde les gens qui voudraient simplifier l'agriculture à juste l'introduction de carbone dans le cycle. Parce qu'on a eu ces mêmes discours dans les années 60, qui était l'introduction de l'azote. Jusqu'aux années 60, l'azote c'était réservé à quelques zones géographiques sur Terre. Et la plupart des campagnes, les mecs, ils mettaient pas d'azote, je pense, tu vois, dans l'Ariège et compagnie. Ça devait commencer à peine arriver. Et à un moment donné, quand l'azote est arrivé, les mecs, ils ont balancé l'azote sur des solunifères et ça a poussé à fond les manivelles. Et les mecs, ils étaient tous azote. Ouais, putain, il faut mettre de l'azote, oh, c'est super avec de l'azote, et ainsi de suite. Et puis, quelques années après, on s'est rendu compte, putain, mais j'ai des pucerons, j'ai des chenilles, j'ai de la mauvaise herbe par tous les côtés. On s'est dit, peut-être que l'azote, c'est bien, mais faudrait pas zozoter, quoi, tu vois, en balancer trop à un moment donné. Et moi, j'ai peur qu'avec le carbone, on soit dans cette même démarche, mais dans une autre polarité. C'est-à-dire, on se rend compte que nos sols, ils sont affamés, ils manquent de carbone, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'humus. On a des sols qui ont moins d'1% d'humus, donc ils n'ont aucune stabilité structurelle, ils n'ont aucune porosité naturelle. On est obligé de toujours les travailler. Et du coup, il faut remonter le taux d'humus. Une des particularités de l'humus, c'est d'être constitué de carbone, mais pas que. C'est un colloïde. Carboné, mais c'est un colloïde. Et du coup, on se dit, ben voilà, si je mets du carbone dans mon sol, ben en fait, je le soigne. Mais dans le cas de figure où il n'y a plus d'humus, effectivement, je le soigne. Mais quand j'ai mes humus qui sont formés, je l'empoisonne. Je veux dire, c'est comme un mec qui a faim, il n'a pas de gras, on lui fait un peu de gras, c'est cool. À un moment donné, on le fait arriver à 250 kg. Je veux dire, de passer d'être trop maigre à être obèse, il y a peut-être un juste milieu entre le milieu. Et du coup, cette idée du carbone, on est un peu dans, vous voyez, on est un peu dans cette exagération comme on l'a été à un moment donné au niveau de l'azote. On a tendance à être en cette exagération au niveau du carbone. Donc, ce que je pense moi aujourd'hui, c'est que pour produire du sol, il faut produire de la racine. Et que ce qui produit du sol, c'est la racine. Donc, pour moi, je divise. Enfin, pour moi, c'est pas pour moi. La plante, on peut la diviser en deux parties différentes, la partie racinaire et la partie aérienne, la partie foliaire. La partie foliaire, à mon sens, elle produit de l'atmosphère. Donc elle va réguler l'air, elle va diminuer le taux de CO2, elle va produire de l'oxygène, et ensuite elle va produire des sucres à son intérêt, et ces sucres vont servir de nourrir les nécrophages et les symbiotiques, et après toute la chaîne trophique va se nourrir dessus, c'est notre prof. Et la partie racinaire, elle est dans le sol, elle a tendance à produire du sol, puisqu'elle est positionnée dans le sol en fait. Et du coup, ce qui se passe, ce qu'on se rend compte, c'est que les racines, en fait, excrètent des sucres très fins, qu'on appelle des exudas racinaires, et qui en fait vont servir à la fois à nourrir des organismes symbiotiques, et pas des nécrophages, des organismes symbiotiques à la plante, donc champignons et bactéries, et en même temps, les racines vont produire des acides qui vont attaquer le sol, la matière minérale, des acides carboniques, enfin des acides avec du carbone à l'intérieur. Et du coup, grâce à cette excrétion que peut faire la racine, les exudas racinaires, en fait, on a une métamorphose des minéraux dans le sol et on a une organisation du sol qui se met en place. Donc si je veux produire du sol, pour moi, dans ma vision à moi, c'est pas l'intrant massif de matière organique qui va produire du sol, c'est pas la litière, ça va être la production de racines à l'intérieur de son assolement. Donc quand vous avez une plante qui produit peu de racines, en fait elle ne produit pas du sol, elle va produire ce qu'elle est. Et quand vous avez une plante qui produit beaucoup de racines, vous avez une plante qui produit du sol. C'est un peu la vision que j'ai simplifiée, quoi. Moi je suis pas naturaliste, quoi, par rapport à ce que j'observais. Quand j'observe à l'intérieur de mon métier, en fait j'ai aucune plante qui produit des racines. Toutes les plantes que je cultive en fait produisent pas de racines. J'ai éventuellement la tomate qui produit un peu de racines en surface. Si je faisais du maïs doux, j'aurais le maïs doux qui produit la surface, j'ai le poireau qui produit un peu de racines.
Mais après, si je prends la salade, et puis après, si je prends tous les légumes racines, ils produisent la racine que je mange. Donc, ça produit pas beaucoup de sol, ça produit de bonnes carottes, Vichy, et ainsi de suite, quoi. Ça produit pas du sol, quoi. Donc, ce qui m'amène à penser qu'en fait, une culture maraîchère est une culture érosive. C'est une culture qui extrait du sol. Et du coup, pour pouvoir créer la balance entre produire et consommer du sol, puisque moi en tant que maraîcher, je consomme du sol pour produire des légumes, il me faut une plante qui produit des racines. Et les plantes qui produisent des racines, ce sont les couverts vivants. Tous les couverts vivants. Donc les couverts végétaux. Les couverts végétaux. Donc dans les couverts végétaux, on a deux grandes familles. Vous avez les engrais verts, qui sont des annuels, et vous avez les prairies, qui sont des vivaces, en fait. Ce sont les deux grandes familles qu'on a d'outils pour produire du sol au niveau racinaire. Donc dans mon assolement, en fait, j'introduis à l'intérieur de mon cycle, je vais introduire à la fois des engrais verts et à la fois une prairie à l'intérieur. Maintenant, la prairie, on peut démultiplier sa force de production de racinaire par la fauche ou par autre chose qu'on appelle la pâture. La pâture a cette qualité de maintenir la plante toujours dans un stade de croissance. Donc quand la plante est en croissance, comme celle-là, en fait, elle est en train de croître en ce moment. En même temps qu'elle croît en surface, elle croît en profondeur, elle produit de la racine. Et elle est en train d'excréter des sucres et d'alimenter la vie du sol et des acides carboniques pour attaquer le sol. À partir du moment où on bascule sur la formation de la fleur, comme on peut voir à ce moment-là, en fait, elle se préoccupe beaucoup moins de ses racines et elle pense à faire son fruit. Et du coup, toute l'énergie qu'elle avait produite avant pour produire des racines, en fait, elle va l'utiliser pour produire de la graine, de la fleur et de la graine. Donc dans la vie de la plante, on a deux phases. Une phase dite de croissance, à la fois foliaire, à la fois racinaire, et une phase dite de maturation ou de mort, qui est la phase de production de fleurs et de fruits. Dans le pâturage, en fait, l'intérêt du pâturage, c'est qu'on empêche la plante de fleurir. Et on la condamne à être toujours dans la phase de croissance. Et donc si elle est dans la phase de croissance, elle est dans la phase de production de racines et de système racinaire. Donc quand j'introduis du pâturage à l'intérieur de ma prairie, en fait, je vais favoriser la production de racines, donc la production de sol. Si je fais de la fauche régulière, je vais favoriser aussi la production de racines et la production de sol pour le coup. Mais l'intérêt de l'animal dans la pâture, c'est déjà que ça se fait tout seul, et que je suis obligé d'allumer le tracteur et d'être dépendant de l'énergie, d'acheter un tracteur et tout ça, qui est quand même un coût, un temps, et qui n'est pas sans conséquence sur la dynamique mondiale en fait. Il faut quand même, nous les contemporains, on a de plus en plus conscience que chacun de nos actes peut avoir des conséquences à des milliers de kilomètres, quoi. Et du coup, quand on essaie de créer un système écologique ou un système vivant ou un système équilibré à l'intérieur, il faut bien comprendre que quand on fabrique une machine comme je suis en train de le faire, ou quand on utilise une machine, en fait, cette machine, elle implique tout un appareil industriel derrière qui n'est pas sans conséquence sur la stabilité du monde. Donc si moins j'utilise de machines dans mon système agricole, plus je suis autonome vis-à-vis du monde extérieur et moins je porte de conséquences, pas forcément systématiquement négatives, mais potentiellement négatives dans l'économie mondiale, quoi. Vous voyez un peu le truc. Donc l'intérêt d'une bête, c'est qu'elle n'est d'un coup de queue, elle n'est pas fabriquée dans une usine, donc à partir de là, ça se fait naturellement, et qu'elle peut être reproduite à l'infini. Bon, il y a des normes, mais en tous les cas, il y a moyen d'avoir des bêtes. D'avoir des bêtes, ça ne nécessite pas de technologie ni rien en fait, c'est juste papa brebis, maman, enfin papa mouton, maman brebis, et on a bébé brebis, quoi. Je veux dire, c'est assez facile comme système, quoi. C'est vieux comme Adam et Ève, justement. Comme cette chien Ève. C'est vieux, donc tu vois qu'on y revient à l'histoire. Donc ça c'est plutôt plaisant en fait sur des systèmes qui se veulent autonomes. L'autre intérêt
ben, c'est qu'elles le font tout seules, donc je suis pas comme un con en train de tourner en rond à la machine en me disant à quel moment elle va lâcher, remplir le réservoir, faire la vidange et tout ce qui s'entraîne derrière. Et tous ceux qui ont vécu avec les machines savent à quel point ça peut être casse-couille quand on les aime pas. Et l'autre truc qui est encore plus intéressant, c'est que pour revenir à la pâture, dans les animaux de pâture, on a ce qu'on appelle des polygastriques. Donc vous avez la vache, la chèvre et la brebis. La qualité des polygastriques, c'est qu'ils ont plusieurs poches gastriques, donc une qui nous intéresse plus que les autres, c'est la panse. La panse, en fait, c'est un incubateur de micro-organismes qui vont transformer la cellulose en protéines et l'animal va pouvoir digérer les protéines. C'est pour ça qu'ils ont balancé de la viande aux vaches, parce qu'en fait les vaches sont a priori carnivores, en fait. Elles mangent des protéines mais qu'elles produisent dans leur panse par la production de microbes. Mais du coup, ces microbes, les animaux, il n'y a pas de génération spontanée, ils n'apparaissent pas comme ça dans le bide spontanément. Ces microbes, en fait, c'est des microbes qui sélectionnent sur ce qu'ils mangent, en fait. Et donc, quand ils mangent une feuille comme ça, là, en fait, il faut savoir que les micro-organismes que vous avez dans le sol, qui sont proches des racines, vous les avez aussi sur la feuille, en partie. Donc, vous avez des micro-organismes du sol qui se retrouvent sur la feuille. Et quand la bête mange ça, en fait, qu'elle l'ingère dans des conditions de milieu qu'elle a définies, pH, température, humidité, en fait, elle va démultiplier les micro-organismes qui lui sont bénéfiques. Et il se trouve que les micro-organismes qui lui sont bénéfiques pour le maintien en santé, ce sont aussi les micro-organismes qui sont bénéfiques à la santé du sol. C'est une espèce de coévolution, en fait. Les espèces ont coévolué ensemble, donc forcément, si elle se met à sélectionner des pathogènes pour se développer et qu'elle sécrète et qu'elle rejette les pathogènes derrière qui tuent les plantes, ben, la vache elle va disparaître dans le temps. Alors que là, si elle récupère les germes qui sont favorables à la croissance de plantes, qu'elle les démultiplie, qu'elle les digère, les spores qu'on va retrouver dans les excréments en fait vont être favorables à la croissance de plantes. Et ce qui se passe, c'est que quand on introduit un pâturage intelligent, un pâturage mobile intensif, quelque chose qui est fait de manière rationnelle, en fait, on se rend compte qu'on a les flores qui changent, les liserons qui disparaissent, les rumex qui disparaissent au profit des graminées. Et ce miracle, il se fait grâce à la force digestive de l'animal qui sélectionne progressivement les flores adéquates à son développement, qui sont aussi les flores adéquates au développement des espèces qui lui profitent. Tout doucement. Et quand vous avez la gestion de la production de racines par la fauche, ou la gestion de la production de racines par la pâture. Avec la pâture, vous avez l'ensemencement de micro-organismes qui favorise la vie dans le sol et qui fait que cette vie, en fait, développe des plantes aggradantes. Ces plantes aggradantes amènent le milieu à produire plus de sol. Ce sol, le jour où je le mettrai en culture, c'est une réserve en force de vie qui va alimenter des plantes qui ne sont pas capables de produire du sol, c'est-à-dire les plantes que l'on mange, mais qui sont capables de nous nourrir à nous et de nous rendre intelligents, puisqu'elles nous nourrissent avec de bons aliments. Donc aujourd'hui, ce que je pense, la gestion des sols doit se faire pas par les intrants massifs de matière organique, mais par la gestion du couvert végétal que vous mettez sur votre sol. En fait. Et les outils qu'on a en couvert végétal, on a les engrais verts et les prairies. Et ça va dépendre de l'assolement que vous construisez. Si vous voulez des assolements avec une période longue d'immobilisation du sol pour une restructuration du sol sur du long terme, soit parce qu'il a été vraiment dégradé, soit parce qu'en fait vous voulez avoir une fertilité qui s'accroît tout le temps, vous avez tout intérêt à aller vers des systèmes prairiales dans l'assolement. Si vous voulez aller sur des cycles plus courts, vous introduisez des engrais verts. Si vous ne voulez pas vous emmerder dans la production de sol, vous introduisez des quantités importantes de matière organique. Mais plus vous allez vers des systèmes prairiales, en fait, plus vous créez de l'équilibre et plus vous créez de la résilience. Plus vous allez vers des systèmes d'intrants massifs de matière organique avec du bâchage pour contrecarrer l'invasion des intrusives type liseron, celles qu'on a citées avant, plus vous êtes dans des milieux qui sont fertiles, ils vont produire du légume en quantité, mais vous allez avoir des systèmes qui ont peu de résilience en fait. Des systèmes qui peuvent être potentiellement polluants à l'extérieur du système,
mais aussi dans le légume lui-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les nitrites peuvent passer la paroi racinaire et rentrer dans la plante. Et vous pouvez vous retrouver avec des plantes qui sont grosses, a priori belles, mais indigestes parce qu'elles sont remplies de nitrites. Et ça, malheureusement, on commence à avoir des cas de figure comme ça dans certaines pratiques qui n'utilisent pas d'azote, mais qui utilisent de l'azote sous des formes détournées, soit des engrais organiques, soit des apports matières organiques. Et quand vous les passez au test, des salades ou de la betterave, enfin la betterave, elle charge vachement, les bettes aussi, les carottes aussi, vous trouvez des taux de nitrate à l'intérieur de vos racines équivalents à des mecs qui ont mis de l'ammonitrate. Et les nitrates et les nitrites, c'est des substances cancéreuses. Et ça, souvent, ce que ça entraîne, c'est que ces substances nitrates, nitrites, qui se retrouvent à l'intérieur, créent un déséquilibre de la sève qui risque d'attirer les pucerons, les chenilles, des parasites qui viennent bouffer ça. En fait. Et vous avez la même chaîne de maladies et de choses qui se créent que sur de la chimie classique. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que de la chimie. Vous travaillez sur de la chimie organique, mais c'est quand même de la chimie. Et vous ne bossez pas sur le vivant. Travailler sur le vivant, c'est beaucoup plus complexe. Il faut faire introduire l'univers, il faut introduire plein de choses. C'est prétentieux de dire qu'on travaille, qu'on fait de l'agriculture sur sol vivant. C'est super prétentieux. On ne sait pas ce que c'est le vivant. Vous savez, vous, qu'est-ce que c'est l'origine du vivant? Pour revenir à Adam et Ève. On sait qu'est-ce que c'est le vivant, on sait qu'est-ce que c'est qui m'habite à l'intérieur. Comment on peut prétendre à faire quelque chose dont on ne sait même pas ce que c'est le vivant? Et je vous le dis, moi ce que je remarque, c'est que c'est pas parce qu'on voit plein de vers de terre et plein de nécrophages dans le sol qu'on est sur quelque chose de vivant. C'est pas obligé. On peut être sur quelque chose de vivant parce qu'il y a, mais c'est pas obligé. Parce qu'en plus, moi je sais pas ce que c'est le vivant. Je sais pas ce que c'est. Donc l'agriculture biologique, le mot j'aime bien, parce que biologique ça veut dire étude du vivant. Biologie, j'étudie la vie, donc c'est beaucoup moins prétentieux en fait. Je veux dire, je fais une agriculture qui cherche à étudier le vivant, et en étudiant le vivant, peut-être qu'il va faire une agriculture du vivant, peut-être qu'il va faire ça. Alors que comment il s'appelle, prétendre faire du vivant alors qu'on ne sait pas ce que c'est le vivant, je trouve que ça va vite en besogne. Ça sonne plus marketing, vous voyez, plus packaging, marketing, plus attraper des gogos pour pouvoir, ça sonne vachement gouroutage, vous voyez. Dans le genre, j'ai la solution finale, on va sauver le monde, mais les mecs qui nous racontent ça pendant le XXe siècle, on en a une ribambelle, quoi. Et ça finit toujours sur un champ de bataille avec des obus dans la gueule. Vous voyez, les gens qui veulent sauver l'humanité et compagnie, les grands messies et compagnie, il y en a ras le cul, quoi, des chefs, des élites, des mecs qui vous guident, des mecs qui vous disent ce qu'il faut faire. Alors que étudier le vivant, je pense que c'est un devoir de la part de chacun d'entre nous, et ça se fait d'une manière humble, et ça doit se partager entre nous. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait l'impression d'avoir la solution bien, parce que c'est trop complexe, le vivant est trop complexe pour le réduire à une équation. Enfin, moi, j'y crois pas du tout à ça. Donc, pour revenir à la prairie pâturée, les techniques de la prairie pâturée, celles que j'utilise, c'est les techniques qui ont été mises en place par André Voisin dans les années 50. Donc, André Voisin, c'est un des mecs qui faisait des fameux 7 ans, je crois que ça s'appelait, 7 ans, un truc comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire, technique agricole, je sais pas quoi, que je sais plus, que je n'ai jamais su. Donc, et du coup, ce mec-là, en fait, il a un souci d'améliorer l'agriculture, et particulièrement l'élevage. Et donc, il met en place des pratiques de pâturage mobile, dans lequel, en fait, il faut rationaliser le plus possible le pâturage pour augmenter la productivité d'herbe. Et grâce à ça, augmenter la charge à l'hectare des bêtes. Et du coup, sans pour autant utiliser de l'ammonitrate à gogo, des engrais, tout le reste. Et donc, ce qui préconise, c'est quand on observe les graminées, qui sont la majorité des prairies de qualité en fait. Une prairie de qualité est à majorité constituée de graminées. Et après, on a un soupçon de légumineuses, un soupçon de médicinales qui crée l'équilibre de la prairie. Mais la majorité, ce sont des graminées. Donc c'est elles qui vont servir d'indice de pâture. Une graminée, là, comme vous pouvez la voir, en fait, elle a une gaine, ici, qui est en fait le rassemblement des feuilles les unes sur les autres et qui vont former la tige. Et donc, elle forme de la base une feuille. Cette feuille en forme une autre et progressivement, en fait, ça se transforme en tige et ça devient ça. Mais ça devient une tige.
Vous voyez, il y a encore les feuilles qui réduisent en haut. Et ça s'espace de plus en plus, il y a la tige et l'ample floral qui commence à arriver. Quand vous êtes à ce stade-là, en fait, la digestibilité, c'est-à-dire la capacité d'assimilation de l'animal de ça, est faible parce que le rapport C/N a élevé. Vous avez beaucoup de carbone qui commence à apparaître à l'intérieur de la tige. Ça rappelle un peu la qualité des sols qu'on va avoir dans un jardin. Un jardin, si j'ai trop de carbone à l'intérieur, en fait, j'ai une baisse de croissance et je suis en train tout doucement de la mener vers la forêt, en fait. Et je produis autre chose que du jardin. Donc nous, pour pouvoir faire du jardin, il nous faut une matière organique qui soit digestible. Et donc ce qu'on appelle, c'est il faut qu'il y ait un turnover rapide des minéraux à l'intérieur. Il faut que les minéraux, rapidement, puissent être libérés de la matière organique pour nourrir les plantes. Et c'est comme ça que je produis de la croissance. Et là, pour les animaux, c'est pareil. Pour les ruminants, il leur faut une digestibilité dans laquelle ils dépensent pas toute leur énergie à assimiler le carbone, plutôt que de produire de la viande, de produire de la laine, de produire ce que la bête, du lait, ce que la bête va sortir. Du coup, une plante comme ça, elle n'est pas appétante pour les animaux. Une plante comme ça, elle est moins appétante aux animaux, mais elle est plus appétante que celle-là, parce qu'en fait, elle a moins de tiges, c'est sûr. Donc, ce qui amène à définir, on compte le nombre de feuilles. Quand on arrive à la 4e feuille, en fait, 1, 2, 3, 4, généralement, la graminée laisse mourir la première et commence à produire de la tige. Donc on perd en production de biomasse. On a juste de la tige qui se crée. Et la digestibilité diminue. Donc les bêtes, ils les font rentrer à la 4e feuille, ce qui correspond à peu près à 14 cm, 15 cm de hauteur. Et ensuite, ils la font pâturer jusqu'à 7 cm. Si vous descendez en dessous de 7 cm, la bête coupe là. Vous voyez? Elle coupe sur la gaine. Et on n'a plus de feuilles. On n'a plus que de la gaine. Ça veut dire que pour sa repousse, elle va puiser dans ses réserves pour refaire de la feuille et elle va perdre en productivité et en vitesse de repousse. Voire même à un moment donné, si on lui fait trop ça, elle va finir par mourir et il va y avoir des plantes qui vont apparaître qui ne sont pas des graminées, des plantes à rosette et on a un phénomène de pâturage. Et là, on a une chute de la production de racines. Donc la plante en dessous de 7 cm, elle n'est pas pâturée. Et au-dessus de 7 cm, de 14 cm, elle n'est pas pâturée non plus. Donc les bêtes doivent rentrer entre 14 et 7 cm. Si elles rentrent entre 14 et 5 cm, elles sont une digestibilité importante pour elles. Et on a une vitesse de repousse beaucoup plus rapide de la partie aérienne. Donc on a une production de racines accrue, une production de sol. Ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas que je laisse la bête plus de 3 jours. Aussi. Il n'y a pas que truc qu'il ne faut pas que je fasse. Il ne faut pas que je laisse plus de 3 jours la bête. Alors pourquoi il ne faut pas la laisser plus de 3 jours la bête? C'est parce que entre le premier jour où la bête a brouté et le 3e jour, la plante a recommencé à faire des feuilles. Et si l'animal vient remanger les feuilles poussantes, en fait, elle épuise les réserves de sa racine. Et au-delà de 3 jours, en fait, la bête, si on la déplace, la plante va pouvoir pousser tranquillement. Et en 21 jours, si les conditions d'humidité sont favorables, vous avez à nouveau 14 cm. Ce qui fait que sur un pâturage en maraîchage, là, comme là j'ai en bas, je suis déjà passé une fois des brebis, je vais volontairement le laisser monter à fleur. Et ça c'est un peu moi qui le décide, c'est parce que bon, là j'ai beaucoup d'herbe, le temps qu'elle nettoie tout, elle met 5 brebis pour un petit moment. Mais c'est surtout ce que je pense, c'est que laisser à un moment donné où la plante a envie de fleurir, ce geste de fleurir, ça lui permet d'amener une force qui est liée à la maturation, qui va certainement favoriser la venue de certains insectes et la décharge de minéraux par les racines qu'elle ne fait pas quand elle est qu'en croissance. Et donc dans mon assolement, je prévois de laisser un moment de maturation et après que des moments de croissance. Et du coup, tous les 21 jours, vous comptez, elles sont rentrées, donc elles auraient pu rentrer un mois avant, mais ma copine ne les avait pas menées, donc admettons au mois de mars, une pâture. Au mois d'avril, encore une pâture, ça fait 2 pâtures, donc 2 fois production de racines. Mai, elle monte à graines. Juin, une fauche. Donc à nouveau l'équivalent d'une pâture. Donc ça nous en fait 3 pâtures. Donc 21 jours après, vous avez juillet
encore, donc mai une pâture, juin un coup, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, puisqu'on est à 21 jours, donc ça fait moins d'un mois, vous avez 9 passages de bêtes sur votre prairie pâturée, dans un cycle de 1 an. Vous avez 9 pousses de racines sur 1 an, et vous avez 9 fois de la sélection de germes par les bêtes sur 1 an. Et ce qui veut dire que vous avez décuplé la puissance de production de sol par 9 par le fait que par une bonne gestion de la pâture. Alors je ne sais pas si on peut faire une équivalence sur 9 ans en fait. Je peux être un peu présomptueux pour dire ça. Est-ce que effectivement le fait d'avoir fait pâturer pendant 9 fois ma prairie sur 1 an, est-ce que ça équivaudrait à 9 ans de prairie laissée à l'abandon en termes de production de racines? J'en sais rien, mais c'est fort probable. Et donc vous avez un outil d'accélération de la production des sols par la synergie sol-plante-animal. Et donc ça, tout à l'heure, on ira voir les profils de sol quoi, sur la prairie pâturée. On fera un trou pour regarder un peu l'enracinement, la structuration. Et c'est assez bluffant. C'était une parcelle, si j'ai choisi cette parcelle, c'est une parcelle que je gérais depuis des années sans travail du sol, avec un intrant massif de matière organique, des paillages importants avec du foin de prairie naturelle, puis des engrais verts à l'intérieur. Depuis des ans, cette parcelle, elle y est depuis, c'est le début, elle y est depuis 2007, quoi, tu vois, un truc comme ça, 2006-2007. Et j'avais des zones remplies de liserons, des zones remplies de chardon, 2-3 rumètres de ci de là, il y en a quelques-uns encore, et un peu de chêne blanc, pas beaucoup, un peu de chêne blanc. Quand j'ai amené mes bêtes au mois de juillet l'année dernière, en fait, j'avais semé au mois d'avril ma prairie. Au mois de juillet, je les amène, elles avaient fini de nettoyer ici. Je les amène. Putain, j'étais désolé pour elles. Je me suis dit, ah, putain, c'est quand même dégueulasse. Il n'y avait pas de belle herbe, tu vois. Il y avait un peu de belle herbe, et puis il y avait des chardons d'un côté. Je les avais fauchés à la faux, quoi, tu vois. Bon, mais ça repousse encore. Et puis il y avait des putains de ronds, de liserons. Je me suis dit, désolé, les bêtes, les bêtes, no problème, capitaine. On est sur le pont. Tu les prends pour des donneurs, mais des vieux de la vieille, quoi. On en a vu d'autres, quoi. Tu vois, tu parles des brebis en plus, tu vois, ça broute juste dans le désert. Donc ici, une brebis, elle ne mourra jamais de faim, quoi. Tu vois, c'est vert, comme il n'est pas permis, c'est vert émeraude ici. Et du coup, elles sont arrivées direct sur le liseron. Ils ont des boules. Et le liseron, elles l'ont bouffé comme quand tu bouffes un peu de spaghetti, si on te regarde comme ça, elle tire, ça s'arrache pas. C'était super beau à voir. Tu vois. Elles ont bouffé le liseron à ras. La deuxième fois, il y avait encore du liseron. Tu vois, le liseron, ils sont fous. Ils repoussent à fond. 3 semaines après, le liseron à ras. Et là, tu commences à avoir quelques graminées qui commencent à pousser de ci de là. Tu as des graminées qui commencent à lever au milieu. Donc on est la deuxième fois. Troisième fois, à ras, les graminées qui prennent encore plus le pas. La lumière qui descend, tu vois, on est en septembre, un truc comme ça. Donc le liseron, il est moins actif en septembre. Il est surtout actif maintenant. Il est moins actif. En octobre, plus de liseron, que des graminées. Et après, une jolie pelouse verte sans liseron. Et du coup, là, je me suis dit, bon, mais c'est parce que ça s'est mis en repos végétatif, quoi. Ça n'empêche que un sol nu à liseron, je me retrouve dans un sol potentiellement avec du liseron, avec des graminées. Le liseron, il va être moins efficient, puisqu'il y a une concurrence qui se crée. Et là, on regardera tout à l'heure, hein, on a visité le jardin, donc j'ai fait un topo. Et là-bas, vous avez des. Vous avez pas de liseron qui sort encore, ou très très peu. Il n'y a que des graminées. Et du coup, je suis sûr qu'il y a. Les chardons, il y en a plus. Les chardons, il n'y a que dalle qui sort. Parce que ça aussi, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le chardon, il peut être appétant pour les bêtes quand il est au stade jeune. Dès qu'il est vieux, là, il est trop piquant, le grenouille, mais quand il est tout jeune, elle le bouffe. Le chardon, c'est comme la fougère, c'est des plantes à rhizome qui exploitent d'abord dans leur réserve racinaire pour ressortir. C'est pour ça qu'ils survivent dans plein de conditions mauvaises. Ils se promènent avec leur groupe de bouffe, en fait. Ils ne sont pas en flux tendu, ils ont une forme capitalisée en eux. Et le truc, c'est que les 8 premières feuilles qu'ils font, en fait, ils les font sur leur réserve. Et à partir de la 9e feuille,
il commence à produire des sucriers en sur les herbes. Et du coup, si vous le fauchez avant la 8e première feuille, en fait, vous épuisez la racine et au moment il disparaît le chardon. C'est une des manières de lutter contre le chardon ou de lutter contre les fougères. On coupe à un certain stade la feuille et on ne laisse pas dépasser ce stade-là parce que sinon elle commence à produire des sucres alimentaires. Mais si on l'amène jusqu'au maximum de ce qu'elle exploite, en fait, elle s'épuise d'autant plus. Et ça tombe bien puisque les brebis, elles aiment bien avant la 8e feuille. Et donc en 3 semaines, vous n'avez pas dépassé la 8e feuille. Et donc quand les bêtes repassent, en fait, elles rebroutent et il n'y a quasiment pas de refus. Donc les premières fauches, les premières pâtures qui étaient faites par les brebis, ben, j'avais ma faux et je coupais tous les refus. Et puis à un moment donné, j'ai posé ma faux, j'avais plus de refus. Parce que toutes les herbes qui poussaient, en fait, étaient des herbes de qualité pour elles, elles me le rasaient avant. Si je laissais le temps qu'il fallait pour finir, elles rasaient. Et comme on était à une époque où ça monte plus beaucoup à fleurs, j'avais plus ces problèmes de refus liés à ce que la plante est trop boisée, comme j'ai le cas ici. Là, c'est trop tard pour les mettre, donc j'ai du refus. J'ai du refus parce que c'est boisé en fait. C'est boisé. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour maintenir la fertilité, ce que je fais, c'est que j'introduis une prairie dans mon assolement qui représente à peu près un quart de la surface aujourd'hui. Là, j'ai décidé cette année de la laisser 2 ans parce que l'endroit était bien dégradé pour pouvoir restructurer le sol. L'année prochaine, elle va basculer ailleurs. Le sol est en meilleur état. Je la laisserai 1 an en fait. Un semis à l'automne, une destruction au mois de janvier l'année d'après. Et du coup, pour moi, l'idée, c'est plus il s'est passé de temps entre une culture de vivrière et un couvert végétal, plus la fertilité diminue. Vous voyez un peu cette logique, c'est-à-dire que plus on fait des cultures de vente vivrières, sans introduire des couverts vivants, des couverts végétaux, en fait, plus on épuise la fertilité des sols. Et on va falloir le compenser par des intrants de minéraux, soit sous forme de matière organique, soit sous forme d'engrais. Et après, si on va vraiment très loin dans ça, et qu'on apporte peu de matière organique, le travail mécanique du sol va être de plus en plus systématique et obligatoire. Parce qu'il y a un effondrement de la structure, il y a une compaction du sol, et il faut recréer de l'air d'une manière mécanique avec des outils. Et donc ce qui fait que des zones de culture qui sont en chimie depuis des années, dans lesquelles il n'y a plus de prairies, il n'y a pas de couvert vivant, en fait, on ne peut pas imaginer de le faire sans travail mécanique du sol et sans engrais pour nourrir, parce qu'on n'a plus de disponibilité en nutriments, et en plus on a des sols qui sont redevenus durs comme du béton, et du coup si on ne les défonce pas avec des outils performants, en fait on n'a pas suffisamment d'air pour le développement racinaire. Mais par contre, si dans votre assolement vous introduisez une plante de construction de sol, donc un couvert végétal, soit vivace en prairie, soit en annuel, et bien, vous pouvez progressivement vous émanciper des intrants de matière organique, des travails mécaniques du sol et des intrants d'engrais. Parce que en fait, ces plantes-là, si elles sont bien conduites, elles vont permettre de structurer les sols en profondeur, d'apporter des nutriments, d'équilibrer les flores microbiennes à l'intérieur du sol et d'avoir des espaces très fertiles. Et quand, moi je sais que dans le maraîchage, en bio, la plupart d'entre nous, on est des novices en fait, on est du monde néo-rural et on arrive sur notre terrain et on n'y connaît pas grand chose parce qu'on n'est pas de souche agricole. Et du coup, des fois, on a la chance d'avoir une prairie. Parce que c'est souvent les prairies, c'est des terres médiocres. Et du coup, c'est vendu à un bio qui ne connaît rien, et il a une terre médiocre, mais il y a une prairie dessus, quoi, il est content. Et c'est pas forcément bon sol, c'est des cas de figure, ça c'est fréquent dans le bio. Donc un coup de charrue pour virer la prairie, c'est encore ce qui est le plus performant, quoi. Et puis derrière, un petit outil rotatif pour faire une terre fine, et on plante nos salades, on plante nos légumes. Et là, généralement, putain, on se dit, c'est de la balle, quoi. On a des belles salades, il n'y a pas beaucoup d'herbes, pas beaucoup d'annuels. On se dit, putain, mais en fait, c'est facile l'agriculture biologique, en fait, c'est facile la bio. Qu'est-ce qu'il nous racontait ce vieux conte de bio, qu'il fallait mettre des bâches, des herbés, acheter une bineuse, un coup de rotavator. Tu vois, c'est des conneries tout ça. Et l'année 2, il y a une baisse de productivité.
et une apparition des annuelles qui commence à être conséquente. Et l'année 3, ils vont voir le vieux casse-couille et dire putain, t'as acheté où la bâche? Une bineuse, il te faut une bineuse, et moi je voulais faire ça en traction animale, mais je m'en sors pas. Ah ben c'est sûr, il te faut un 4 roues motrices, un 10 chevaux, machin, et c'est parti. Et en fait, la problématique, c'est pas qu'on peut pas faire d'agriculture sans utiliser tout ce matériel, c'est qu'en fait, on a bénéficié de la fertilité acquise par la prairie, et on l'a épuisée par le fait qu'on a oublié qu'il fallait la recréer. Et donc le travail du sol en soi, il est nocif quand il est éloigné de la prairie et qu'il est systématisé. Mais pendant des années, on a fait de la polyculture élevage en Europe et on n'a pas désertifié les sols. On n'a pas appauvri les terres. Au contraire, on a augmenté le taux d'humus. Et les mecs, ils labouraient avec les animaux. Et ils faisaient quoi? Ils faisaient de la polyculture élevage, comme je disais, avec des bocages, avec des arbres. Il y avait des bocages, il y avait des animaux, il y avait du fumier composté qu'on ramenait. Il y avait des besoins de rendement moins importants parce qu'on ne nourrissait pas la finance pour spéculer sur la famine dans le monde. Il n'y avait pas tout un appareil agro-industriel qui vendait des engrais, de la technique et tout le reste. Il y avait certes moins de population globale, mais il y avait moins de gens en ville. Il y avait plus de gens à la campagne, donc il y avait plus de main d'œuvre. Et ce qui fait qu'en fait ces systèmes-là, ils étaient plutôt aggradants. Ils n'étaient pas dégradants. Et pourtant les mecs ils labouraient. Et ils labouraient pas à ça. Hein. Je veux dire, un cheval, enfin c'était même pas des chevaux, c'est les riches qui avaient ça. C'était une vache, même pas un bœuf, tu vois, une vache devant les mecs. La vache elle devait produire du lait, un veau et labourer. Quoi. Tu vois, voire même des fois à traction humaine, dans certains cas de figure, où tu veux le faire à la houe et compagnie. Donc les mecs ils faisaient comme moi avec mon petit motoculteur, quoi. Ils raclaient pas profond. Et du coup, ils déstructuraient pas le sol comme ils le faisaient. Ils ne rajoutaient pas d'ammonitrate. Ils réintroduisaient les matières organiques, ils faisaient des jachères à l'intérieur, des prairies. Ils avaient des graminées avec des pailles qui faisaient 1,80 m et des systèmes racinaires mycorhizés qui descendaient à 1,20 m. Du coup, ils avaient de la paille pour faire du fumier. Ce fumier, ils le transformaient en compost. Ce compost, ils le ramenaient, tu vois. Alors, je ne suis pas un passéiste, je ne suis pas pour dire que c'était mieux avant ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est juste pour dire faut faire attention, l'ennemi c'est pas forcément le travail mécanique du sol, c'est pas ça l'ennemi. C'est la systématisation de quelque chose à un moment donné parce qu'on croit que ça marche. Et du coup, demain, l'ennemi ça peut être l'intrant massif de matière organique, si on en abuse. Ou peut-être que ça peut être l'excès d'animaux dans un système où il y a trop d'animaux et trop de prairies. Peut-être que ça peut être un ennemi que je mesure pas encore maintenant. Tu vois que, parce que pour l'instant je découvre ça et comme quand je découvre la matière organique j'étais à fond dedans et qu'à un moment donné je vais dire le modérato attention à un moment donné il faut rouvrir les sols parce que j'ai trop fait d'humus et que j'ai bloqué mon sol et que la forêt est en train d'arriver peut-être je sais pas voilà. C'est pour juste pour dire on va faire un tour de